Bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Julia Heller-Smith, conservatrice de recherche Max Stern ici à la Galerie Léonard et Vinaelen. Et je vous souhaite la bienvenue donc à cet événement de présentation et de conversation qui devrait avoir une durée d'à peu près 1 heure, qui va débuter avec une courte présentation de l'artiste Michael Sergil, de son projet Sightings 34, Lalo comme Macoute. Et ce projet, c'est un projet d'exposition qui se déroule jusqu'au 15 mai dans l'espace satellite Sightings, qui est de l'autre côté de la rue de Maisonneuve, du boulevard de Maisonneuve, dans l'édifice Hall et au rez-de-chaussée. Donc, je vous invite, après l'événement, à aller visiter le projet. Vous pouvez passer soit par la rue ou par le passage souterrain. Et après la présentation de Michael Sergil, il va y avoir une conversation avec l'invitée Marie-Célie Agnan, qui est autrice. Et l'événement donc est ancré dans le projet de Michael Sergil et dans la production littéraire de Marie-Célie Agnan, mais particulièrement son livre Un alligator nommé Rosa, publié en 2007. L'événement va se dérouler en français comme la langue que je parle en ce moment. Mais avant d'introduire nos invités, j'aimerais commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, non cédé, et que la nation Ganégahaga est gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous continuons d'entretenir des relations avec les divers peuples autochtones et autres groupes qui résident à Tiohtià:ke, Montréal. Alors, je vais de ce pas introduire nos invités. Alors, Michael Sergil est une artiste et commissaire indépendante, travaillant principalement les archives, incluant des textes et des ouvrages de la période postcoloniale de 1950 à aujourd'hui. Son travail artistique a pour vocation de comprendre et de réécrire par le tissage l'histoire des communautés noires, et plus précisément celle des femmes ou des communautés vivant entre des intersections. L'artiste utilise le lexique de ce médium, souvent perçu comme de l'artisanat et catégorisé comme féminin, pour questionner les rapports de domination, de genre et d'ethnie. Entre poésie, nouvelles, romans et littérature pour enfants, Marie-Célie Agnan construit une œuvre substantielle qui est traduite dans plusieurs langues et où s'inscrit de façon prégnante la mémoire et les souvenirs. Ces textes portent à la fois le sceau de la poésie et de la violence issue des sociétés postcoloniales et mettent en lumière l'exigence fondamentale que l'autrice s'est fixée, le refus de la posture de spectatrice, de la complaisance, de l'oubli programmé. Finaliste du prix Desjardins en 1995 et du prix du gouverneur général en 1997, elle reçoit en 2014 le prix de création en prose de la SODEP et en 2017 le prix Alain Grandbois pour son recueil de poésie Femmes des terres brûlées. Alors, la conversation suivie de la présentation de Michael va tourner autour particulièrement de la figure des fillettes Lalo. Le projet Michael s'intitule Lalo comme Macoute et le livre de Marie-Célie Agnan s'articule autour de la figure de Rosalie Bosquet, également connue sous le nom de Madame Max Adolphe, qui était une fillette Lalo. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. C'est assez étrange d'être en personne après aussi longtemps à être en virtuel. Mais merci pour tout le monde, merci d'être venu et merci aussi à Marie-Célie. Je vais donc présenter rapidement mon travail, que si vous n'avez pas encore pu voir le travail que j'ai présenté, il est de l'autre côté, dans l'édifice en face. Je vais pouvoir vous montrer rapidement quelques images.
Donc, le travail que j'ai présenté, finalement, c'est donc, comme l'a déjà dit Julia, sur les fillettes Lalo. Et je me suis intéressée à cette figure parce qu'au final, j'ai connu cette figure à travers mes parents. C'est un jour, tout bonnement comme ça, les deux se sont mis, les deux, mon beau-père et ma mère se sont mis à chanter une comptine pour enfants en parlant des fillettes Lalo. Et je me suis dit, mais j'ai jamais entendu ça, je sais pas de quoi on parle. Et ils m'ont dit, mais finalement, c'est la figure des VSN, les volontaires de la sécurité nationale en Haïti, qui étaient les soldats sous la dictature, mais du côté des femmes. Et là, ça a complètement changé. J'ai connu ça il y a à peine 2 ans. On se dit, en milieu de vingtaine, de connaître une partie de notre histoire, c'est un peu ahurissant de ne pas connaître du tout cette partie de notre histoire. Donc, je me suis beaucoup intéressée à cette figure, à comprendre pourquoi, finalement, pratiquement au niveau international, on connaît les tontons macoutes, on connaît la dictature des Duvalier, mais pour ce qui est des fillettes Lalo, c'était très, très, très vague pour moi. Et je suis tombée aussi sur le travail de Gary Létang et de Dominique Batraville. Donc, Gary Létang, qui est un anthropologue, et Dominique Batraville, poète et journaliste. Et ces deux personnes ont fait tout un travail sur les fillettes Lalo, mais sur aussi la mythologie qui entoure finalement les fillettes Lalo, parce qu'au final, les mots qu'on utilise pour définir ces soldats, c'était donc tonton Macoute et fillette Lalo. J'ai même un petit extrait pour vous donner une petite mise en contexte, mais j'avais trouvé intéressant que déjà dans l'oraliture haïtienne, on utilise beaucoup la mythologie, mais d'avoir même dans des figures qui sont des figures soldats, on utilise aussi des figures mythologiques. Je vais vous lire un petit court extrait. La fillette Lalo est à l'origine une dévoreuse d'enfants dans l'oraliture haïtienne. Le tonton Macoute, lui, est dans sa signification pré-duvalieriste une sorte de croque-mitaine. Mais si les deux personnages ont en commun d'être détestables, ils ne sont pas tout à fait équivalents. Le tonton Macoute est un humain dénaturé, un paysan perverti qui utilise son macoute, donc son sac traditionnel, pour piéger les enfants. La fillette Lalo, en revanche, a une base plus irréelle. C'est en fait une nébuleuse notionnelle. Elle tient de la diablesse, du loup-garou, au sens haïtien du terme, et de l'ogresse. Donc j'avais trouvé que c'était un livre déjà très, très, très intéressant pour m'introduire à cette figure que je ne connaissais pas du tout et qui, au final, même dans mes recherches, j'avais très peu d'informations que j'arrivais à trouver sur les fillettes Lalo. Donc, je me suis beaucoup intéressée à, en fait, connaître qui étaient ces femmes sous ce nom. Et mes parents m'ont beaucoup parlé de Madame Max Adolphe, qui déjà portait le nom de son conjoint et non son propre nom. Et en faisant quelques recherches, donc en tombant sur l'ouvrage de Gary Létang et de Dominique Batraville, j'ai pu connaître un peu plus sur l'histoire de Rosalie Bosquet. Et c'est là que je me suis intéressée aussi à tout ce qui est fictionnel finalement autour de cette figure, parce qu'au final, puisque l'oraliture est très forte en Haïti, il y a aussi ce jeu entre réalité et fiction qui est un peu constant, où il y a des histoires qui des fois vont être réelles, ou des histoires qui vont être agrémentées par des choses qui ne sont pas réelles, ou des histoires qui se transforment complètement. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans l'oraliture, dans le fait que c'est des histoires qui se passent de bouche à oreille finalement, et que c'est pas nécessairement quelque chose d'écrit, de stable ou de statique, mais c'est ce qui crée aussi, je trouve, un côté, mais ça ajoute déjà au côté mythique et ça ajoute à un côté fictionnel. Puis quand j'ai eu l'invitation de Julia de faire ce travail bon, je vais remettre l'image parce que là, j'avoue qu'on ne voit pas. De faire ce travail dans le cube, je me suis beaucoup intéressée finalement au fait qu'on a on a des images d'archives, mais on n'a pas nécessairement beaucoup d'images sur ces femmes. Donc, je me suis dit que ce pourrait être intéressant d'avoir le vêtement, de réfléchir au vêtement, de voir ce que la signification du vêtement avait. Et c'est un vêtement qui reste quand même non-genré, mais qui, au final, on a toujours attribué au tonton Macoute. Donc, je m'étais intéressée à réfléchir à ce vêtement et à réfléchir finalement à ce que devient le vêtement sans la personne qui le revêt. Est-ce que la personne sans le vêtement a une signification autre? Et c'est là que Marie-Célie entre en jeu. Mais aussi, il y a une autre personne que Marie-Célie m'a fait rencontrer récemment, qui est... Oh, j'ai quelques images d'archives pour vous donner aussi une idée des tontons Macoute et des fillettes Lalo. C'est des images courtoisies de Franz Voltaire du Syndicat. Donc, on peut voir aussi la ressemblance entre les vêtements que j'ai pu trouver pour créer l'installation et les vêtements qui étaient portés par les tontons Macoute et les fillettes Lalo.
Puis le travail de Michel Voltaire-Marcelin, que j'ai tout récemment connu grâce à Marie-Célie. Et c'est un travail qui m'a intéressée. Personnellement, je ne l'ai pas vu, j'ai pas eu cette chance, mais j'ai beaucoup été intéressée par le fait qu'on ait en fait plusieurs femmes à s'être intéressées à cette figure et à réfléchir à cette figure, pas d'un côté nécessairement positif, parce qu'il y a pour moi rien de positif là-dedans, mais d'y réfléchir parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est mis de l'avant ou qui est même connu du côté international. Donc là, c'était une pièce qui avait été interprétée par Michel. À partir de l'alligator, à partir du roman, elle a pris des... Oh, le micro. Ah, excusez-moi. Oui, je pense que je vais bouger la chaise une minute. Oui, je crois. Michel a pris des extraits pour faire une mise en scène, enfin, du personnage de Madame Max Adolphe, de l'alligator, enfin, des extraits de l'alligator. OK. Et il y avait aussi une partie qui était avec Marie Vieux-Chauvet. Oui, oui, oui. Donc, c'était une partie, parce que Marie Vieux-Chauvet est aussi autrice, donc je me demandais... sur la figure sur la répression, sur toute cette époque du valliériste. Son roman, qui est le plus connu, Amour, colère et folie, où elle parle de cette époque et de la figure des tontons macoutes, particulièrement. OK. Peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y avait une participation active de Marie Vieux-Chauvet et de toi? Est-ce que... Ah non, Marie Vieux-Chauvet, c'est une autre époque. C'est une écrivaine qui a disparu, enfin qui est décédée depuis très longtemps. Moi, je n'ai pas travaillé, c'est-à-dire j'ai tout simplement donné l'autorisation à Michel d'utiliser les extraits du livre. Okay. Je ne savais pas s'il y avait eu quelques vidéos ou... Non. Okay. Elle a monté un spectacle où elle met en scène le personnage de Rosalie Bosquet avec des textes, des extraits qu'elle jouait, enfin, et d'autres personnages qui représentent cette époque dans Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. OK. Oui. Ah, OK. Bon, en deux séquences différentes. OK. Oui. Bon, j'espère que ça va pousser Au fait, elle a joué la répression. OK. Voilà. OK. Ah, c'est dommage que je l'ai manqué quand même. Oui. Puis ça a été représenté à plusieurs reprises. Ah oui, à 2 reprises à Montréal. Oui, oui. Oui, donc on peut voir le livre de Marie-Célie et une des affiches du travail de Michel. Oui, donc ce qui m'avait intéressé aussi à contacter Marie-Célie, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y avait quand même une différence à réfléchir aux vêtements lorsqu'il est porté, aux vêtements lorsqu'il n'est pas porté, à la personne lorsqu'elle n'a plus son vêtement finalement, qu'est-ce qu'elle devient. Et surtout Rosalie Bosquet, bon, c'est une figure que j'ai pas du tout connue et que c'est par les recherches et par des discussions que j'ai fini par connaître un peu plus cette personne. Mais en tombant sur l'ouvrage de Marie-Célie, c'est là où j'ai eu vraiment plus une plus grande compréhension de cette époque aussi, mais une plus grande compréhension au niveau féminin. Parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de matériel très masculin, sincèrement. On a beaucoup de choses sur les tontons macoutes, mais très peu de choses sur les femmes, très peu de choses sur... ou du moins très peu de choses que je connais ici, sur les femmes, mais sur le vécu en tant que fillette Lalo, mais le vécu aussi en tant que femme qui ne veut pas entrer dans ce système. Puis c'est là que je trouve que le livre a beaucoup aidé à comprendre un peu plus l'époque. J'avais quelques questions que j'avais préparées pour toi. Donc, bien qu'un alligator nommé Rosa soit une histoire fictive, tu as entamé tout un travail de recherche d'archives, entre autres au Syndicat, et plusieurs discussions avec des contributeurs, contributrices. Je voulais savoir si tu avais beaucoup puisé de ces archives et de ces discussions pour l'écriture du roman. Je vais prendre le temps de saluer les gens. Oui. Bonsoir tout le monde. Je remercie la galerie enfin pour l'invitation à rencontrer Michael. Je dis souvent que c'est là que notre travail prend tout son sens, ces passerelles qui se font d'une personne à l'autre, des lecteurs et des gens qui travaillent. Enfin, c'est avec beaucoup de joie que je sais qu'une très jeune artiste peut
en quelque sorte prendre le relais. On en a besoin. Hein. Alors voilà, pour répondre à ta question, oui, c'est vrai que j'ai dû... Je pense que dans mon travail comme écrivain, je fonctionne souvent de cette manière. Je débute avec une idée, un personnage sur lequel je veux travailler, puis à un moment donné, je sens la nécessité de m'arrêter pour pouvoir faire des recherches, pour lire là-dessus. Je dois dire que c'est un livre qui est arrivé un peu de manière très étrange, parce qu'il y a des textes que je vais porter pendant longtemps, comme le livre sur Yvonne Hakim Rimpel. J'ai commencé par écrire une nouvelle. Après, je n'étais pas satisfaite de la nouvelle. Je me suis dit, ça a besoin d'un roman. Et j'ai travaillé au roman. Est-ce que j'ai fait des recherches avant? Je pense que pendant tout le temps où je travaillais, j'étais en contact avec des gens qui essayaient de me nourrir, enfin, sur l'époque. Mais ce livre-là est arrivé, je pense, à cause d'autres lectures que je faisais. Je crois qu'à l'époque, je lisais beaucoup. J'avais lu Hannah Arendt sur la banalisation du mal. J'avais lu des auteurs comme Yankelevitch qui parlent beaucoup de l'oubli, de la mémoire. Et puis peut-être que c'est de là que c'est venu cette idée de parler de cette femme. Je ne me rappelle pas avoir été réellement préoccupée par elle. Je pense que c'est arrivé un peu tout à fait de manière accidentelle. Je dois dire que je ne l'ai pas porté en moi comme j'ai porté, mais il faut dire que ce sont deux personnages différents. Oui, alors par la suite, j'ai senti que je n'en savais pas suffisamment. Il y avait bien entendu toute la période de l'enfance, parce que moi, ça a été une enfance sous Duvalier qui m'a beaucoup tourmentée en tant qu'enfant, dans le sens où il y avait un tel silence, parce que j'étais quand même... J'avais sans doute 3-4 ans lorsque Duvalier est arrivé. Ça signifie que toute mon enfance a été sous Duvalier, et ça a été une enfance où j'étais témoin de la peur des adultes, du silence des adultes. C'est-à-dire quand on a 8 ans et qu'on voit, qu'on est témoin qu'il y a une maison où il y a des personnes, qu'on brûle cette maison, qu'on voit les militaires qui sont là devant la maison avec leurs armes, et que cette maison, je dois en tant qu'enfant passer devant cette maison par la suite tous les jours pour aller à l'école, et qu'on voit qu'elle est au ras du sol, ou encore qu'on habite dans un quartier où il y a quelqu'un qui est un chef de cette milice criminelle, qui fait venir ces gens-là des campagnes et qu'ils sont là autour de toi tous les jours, et qu'il te faut passer devant eux, qu'ils sont là avec leurs fusils. Je pense que c'est quelque chose qui reste gravé en toi. Et je dois dire que la figure de Rosalie Bosquet, c'était quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup lorsque j'étais enfant. C'est-à-dire, il y avait cette femme qui était en fait un outil de cette dictature, mais il y avait une banalisation. Tout le monde savait qu'elle était très puissante, mais on ne parlait pas vraiment d'elle. Et je pense que l'effet que ça a fait pour moi en tant qu'enfant, j'ai l'impression que j'avais encore plus peur d'elle que du reste des personnes, parce qu'il y a tout ce dont tu parlais, que c'est la sorcière en quelque sorte. Alors il y a tout un imaginaire qui s'est développé en moi par rapport à ce personnage, qui n'est pas le même pour les tontons Macoute. Et d'écrire ce livre, c'était peut-être en quelque sorte une manière de guérir de toute cette peur. Vous voyez, que cette femme ogresse suscitait, enfin, engendrait chez la petite fille que j'étais. Je ne sais trop. Alors, parce que parfois j'arrive à retrouver les racines d'un livre, pour quelle raison, en quelque sorte, il est écrit, mais celui-là, je ne sais pas, il est arrivé un peu comme ça, suite à ces lectures dont je te parle là, d'avoir lu Primo Levi aussi, qui disait d'avoir lu surtout beaucoup de textes sur l'oubli, parce qu'à la minute où j'ai commencé à écrire ce genre de texte,
d'avoir écrit Le silence comme le sang, justement, ce sont des textes qui ne plaisent pas à tout le monde. Alors, je me rappelle des personnes qui me disent, mais tu étais un enfant sous Duvalier. Quelle est la nécessité d'écrire ce genre de texte? Comme je te disais, Haïti, c'est un très petit pays où les liens sont tissés très serrés. On ne sait jamais qui est qui, les liens que cette personne-là peut avoir avec des ministres, des gens qui ont participé sous le régime. Et ce n'est pas des textes qui sont toujours très bien reçus dans un certain milieu haïtien. Je ne dirais pas dans tous les milieux, parce que mes textes sont quand même lus en Haïti, mais ce sont des textes qui dérangent. Alors... ouais, mais j'ai l'impression que de parler de la dictature en général, ça dérange. Ça dérange. Mais aussi, on n'arrête pas, parce qu'au final, il y a tellement de choses qui sont laissées dans des angles morts, dont finalement toute une partie de l'histoire que je ne connaissais même pas, oui. Qui, j'ai l'impression, c'est nécessaire finalement de s'assurer que les choses soient clairement dites pour qu'on guérisse finalement de cette période aussi. Et moi, première, je peux dire, il y a tellement de personnes dans cette salle qui sont des femmes puissantes que je suis et que je me dis, je peux me dire que j'ai pas la légitimité de parler, mais au final, c'est mon histoire aussi. Absolument. Et c'est une histoire que je veux absolument qu'il reste vocale et qu'elle soit entendue, comprise, mais que tous ces angles morts que finalement je trouve maintenant ne soient pas non plus complètement oubliés, que ce soit des choses qui restent. Alors, tu parlais des recherches. Comment est-ce que j'ai procédé? En fait, le premier endroit où j'ai pu me référer, c'était d'abord au syndicat, où j'ai pu voir les images. Je pense que c'était important parce que je connaissais, je savais que cette femme existait, mais j'avais jamais vu les images. Quand je l'ai vue avec son comment on appelle ça, son fusil, en train de faire, de revoir les troupes, de réviser les troupes, ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Et par la suite, je me suis mise à parler à des personnes. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, parce que comme j'étais quand même très jeune lorsque Duvalier est arrivé, j'ai parlé à des personnes qui sont plus âgées que moi pour pouvoir comprendre. Et il y a une partie dans le livre, justement, où on raconte la passion que cette femme avait pour les armes, mais c'est quelqu'un qui connaissait. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est la réalité. C'était une femme de pouvoir et puis c'était très important pour elle, les armes, elle était très, très, très attachée c'était important pour elle, les armes. Alors, voilà. Ça me mène quand même à une autre partie de questions que j'avais par rapport à la fiction et ce qui est fictif et ce qui est réel. Puisque la passation d'histoire orale peut mener parfois à la perte ou à la transformation d'informations. Est-ce que tu considères que ça a joué un grand rôle dans ton roman, d'avoir des parties qui étaient fictives, donc que tu as agrémentées, mais aussi d'avoir des parties qui, finalement, c'est des noms qu'on reconnaît, ou c'est des rues qu'on va reconnaître, ou des événements qu'on peut reconnaître aussi. Est-ce que ça a été quelque chose d'intentionnel et est-ce que ça a amené quelque chose au roman? C'est toujours intentionnel pour moi, parce que je considère que je vais employer un mot qui n'est peut-être pas le mot exact, que je n'ai pas le droit de tout biffer, de tout utiliser pour faire de la fiction. Mes textes sont toujours entre fiction et réalité. C'est-à-dire, je vais partir d'un élément réel et puis à partir de cet élément-là, je peux faire le choix qu'il y a des choses que je n'utiliserai pas. Parce qu'en même temps, j'ai aussi besoin, je suis une créatrice, j'ai besoin de cet élément de fiction. C'est-à-dire, j'ai besoin de la fiction. Quelle part le réel, la réalité, quelle part de réalité, quelle part de fiction, je suis bien incapable de le dire, mais je sais que la fiction m'est nécessaire. C'est-à-dire, c'est ça qui me donne aussi le moyen de respirer dans ce genre de texte qui pourrait être... en fait, ce n'est pas un travail de journaliste que je fais, c'est un travail de création. Tu vois, alors la fiction est très importante. Dans ce cas-là, je ne sais pas si je peux dire que c'est moitié-moitié. Il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais, mais la fiction joue un grand rôle. Il faut dire que la fiction, mais aussi les souvenirs, les impressions d'enfance. Il y a des choses je dis souvent que le travail de l'écrivain, c'est un peu comme un travail d'archéologue. Il y a des choses qui vont surgir, on ne sait trop d'où elles viennent, et qui ont rapport avec l'enfance. Entre autres, le passage où je parle de cette maison qui a brûlé,
Ça, c'est la réalité. Ça, c'est quelque chose dont j'ai été témoin, que j'ai vu la maison en feu. Est-ce que c'était cette femme qui était là ce jour-là? Je ne crois pas, enfin, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'était pas elle, mais je lui ai attribué ce crime. Je le lui ai attribué, et il y a souvent des noms de personnes qui sont repris aussi, des noms de lieux, mais il y a beaucoup de fiction quand même. C'est un tissage finalement entre réel et fiction. J'aime le mot que tu as employé, tissage. Oui. Mais je trouve que c'est intéressant parce que dans l'ouvrage de Gary Letang et de Dominique Batraville, il y a un passage où finalement il mentionne que, ben, c'est même écrit dans mon texte en fait. Dans mon texte, je parle de Rosalie Bosquet au passé et au présent, parce qu'au final, même à la fin de l'ouvrage de Dominique Batraville et de Gary Letang, ils disent que, bon, on ne sait pas elle est où, on ne sait pas si cette femme est décédée, on ne sait pas si elle a bougé quelque part d'autre, elle a pris l'avion. Il y a des gens qui prétendent l'avoir vue dans un avion il n'y a pas si longtemps. Donc bref, il y a plusieurs histoires qui tournent autour de cette femme. Et c'est ce que je trouve intéressant finalement, c'est que on n'a pas la certitude, mais on se demande aussi qu'est-ce que devient cette femme après cette période. On pourrait écrire tout un roman sur tout ce qui est dit sur les derniers jours de cette femme. Et c'est une tactique de ces gens-là. C'est ce qu'on appelle ces tontons macoutes, qu'il y en a qui sont encore vivants. Ils annoncent souvent leur mort. J'ai entendu je ne sais combien de versions sur sa mort. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'elle est allée dans la ville où elle est née, où elle avait son fief pendant des années, qu'elle a fait, c'est quelqu'un qui vient du même endroit, qu'elle a fait creuser une tombe, elle est rentrée dedans et elle s'est tuée là-dedans. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'on l'a vue aux États-Unis. Et il y a quelques années, peut-être 3 ou 4 ans, on annonçait sur les réseaux sociaux, je ne sais pas trop, dans les journaux, qu'elle était décédée. Qu'elle était décédée à Atlanta, voilà. C'est annoncé sur les... Alors, on ne sait pas, et c'est une manière de procéder de ces gens-là pour déjouer Mais, au fait, il y a quelque chose qui me... Pendant qu'on parle de tout ça, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée. Il y avait aussi... Dans ce livre, comme je dis, souvent j'écris des textes qui sont un peu comme des poupées gigognes dans lesquels il y a beaucoup d'idées. J'étais habitée par l'idée qu'il fallait parler de la question des enfants qui disparaissent sous les dictatures. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Il y a 2 enfants, 2 personnages qui sont des enfants qui ont été pris de leur famille. D'abord, le personnage principal, enfin il y a Rosa, mais il y a Antoine. Laura. Il y a Antoine, en fait toute sa famille a disparu. Et il est recueilli par un militaire. Rosa Bosquet le donne à un militaire. Et il y a Laura qui est censée être de la même famille et qu'elle lui dit, bon, à partir de maintenant, c'est moi ta mère, c'est moi ton père, et puis cet enfant-là va grandir avec elle, tout en ayant dans la tête l'idée que peut-être qu'elle n'est pas réellement sa nièce. Réellement, c'est ça. Alors, tout ça, c'est parce que pendant des années, j'ai travaillé de très près aussi avec les communautés latino-américaines, les Chiliens, les Argentins, qui ont vécu un drame incroyable d'enfants qui disparaissaient, qu'on enlevait de leur famille et qu'on donnait à des militaires. Ce qui a donné naissance à toutes ces femmes qu'on appelle les grand-mères de la place de Mai, qui allaient tous les jeudis faire des manifestations devant le palais pour faire revenir des enfants qui avaient été enlevés de leur famille. Et j'ai passé des années à être très active dans ces mouvements. J'ai même rencontré ces femmes, ces grand-mères de la place de Mai. Et j'ai toujours trouvé que c'était une situation, du point de vue humain, inacceptable, qui n'est pas née avec Pinochet ou ce régime argentin, mais parce qu'en Espagne, jusque dans les années 70, les enfants disparaissaient comme ça, avec le soutien de l'Église catholique qui avait des cliniques enfin, où les femmes allaient accoucher et les enfants disparaissaient comme ça. On les donnait à des militaires avec l'idée qu'ils ne seraient pas des révolutionnaires eux-mêmes. Ah, je suis désolée, j'oublie la question du micro. Je pense que c'est un accessoire inutile.
Mais ça mène quand même bien à... Bon, on s'en est parlé aussi il n'y a pas si longtemps, mais ça mène quand même bien aussi en parlant d'Antoine et en parlant de Laura, donc les 2 enfants qui ont grandi aussi sous la dictature, mais avec des parents finalement militaires. Ça mène aussi à une des questions que j'avais par rapport à 4 femmes dans ton roman. Donc, dans le roman, on commence, pour donner aussi une idée à tout le monde, pour les personnes qui n'ont pas lu l'ouvrage, on commence avec Antoine Guibert, qui est le personnage principal, qui est un journaliste et écrivain et qui se fait passer finalement pour un aide-soignant pour rencontrer Rosa Bosquet. Il a eu dire qu'elle est dans une région en France et c'est sa façon de la rejoindre et de trouver une façon de réfléchir à son sort finalement. Et en allant là-bas, on fait la rencontre de Laura qui est la nièce de Rosa. Et finalement, on navigue un peu plus vers l'enfance de Laura. Et par l'enfance de Laura, on apprend aussi à connaître un peu plus les récits de 2 autres femmes. Puis c'est en fait 4 femmes que j'ai nommées. Donc c'est Laura qui était la nièce de Rosa dans l'ouvrage. Et il y a Julienne qui était la servante de Rosa Bosquet, mais aussi qui s'occupait de Laura durant son enfance. Il y a l'histoire de Janice Brisset qui, en fouillant dans les documents de Rosa, Laura et le personnage principal, Antoine, tombe sur une histoire qui est assez crue, assez violente, mais qui permet aussi d'avoir comme une idée aussi de ce que pouvaient vivre aussi les femmes à cette époque. Et la dernière personne était Marie-Louise, qui était la fille d'un des tortionnaires de l'époque, Franco Nero, et qui fait la rencontre de Laura, alors que Laura est pour la première fois vraiment face à ce qu'est être Tonton Macoute et Fillette Lalo. Et j'ai trouvé que c'était 4 personnes assez intéressantes parce que du point de vue de Laura, c'est vraiment pratiquement l'innocence, mais on voyait l'innocence comme étant pratiquement de la naïveté ou l'incapacité de survivre dans une époque qui est difficile, dans une période qui est de violence totale. Mais on avait aussi Julienne qui était la servante qui aidait Laura lorsqu'elle était jeune et qui par des comptines ou je sais pas trop comment expliquer, mais même par des... j'ai plus exactement ce qu'elle disait, Au fait, mais... Julienne, pour moi, c'est le personnage qui va faire preuve d'humanité face à ce que vit cet enfant qui a 7 ans et qui, du jour au lendemain, on te dit, mais tes parents ne sont pas là. À partir d'aujourd'hui, c'est moi ton père, c'est moi ta mère, et puis bon, voilà. Et c'est comme ça. Et elle vit dans cette maison avec cette femme c'est pas toujours très drôle. Et il n'y a que Julienne, en fait, que cette... et je crois que dans ce travail, je reproduis un peu des images, des figures que j'ai vues dans mon enfance. Parce qu'on grandit dans une société où on vit entouré de gens comme ça, des personnes qui sont des serviteurs, des servantes, et qui souvent vont faire preuve de beaucoup d'humanité, de beaucoup de bonté, vous voyez, face à la dureté de l'existence des gens, qui sont bons au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire servir des gens, se faire écraser, se faire insulter. C'est une société où il y a un écart tel quelquefois entre les différentes classes sociales que ça va à la limite du supportable quelquefois. Mais même d'utiliser le mot servante, j'ai toujours trouvé que c'était... Voilà. Et tout enfant déjà, j'étais préoccupée par cette manière de voir autour de moi qu'on traitait les gens qui sont moins fortunés, qui sont pauvres, qui sont... Et si Haïti est comme elle est aujourd'hui, et d'autres lieux aussi, c'est à cause de ce manque d'humanité. Vous voyez Et il y a quelque chose d'autre qui me vient pendant qu'on parle de ça. Le fait dans mes textes, il y a toujours beaucoup de femmes, c'est vrai. Et pour moi, c'est une manière... Non, quand tu parlais de Laura, tu parlais d'une sorte d'ingénuité, mais je crois que Laura, c'est plutôt... Ce que je voulais décrire, c'est comme une situation où la personne, elle sait, mais elle ne veut pas savoir. Parce qu'il y a des gens qui grandissent en Haïti dans des milieux où ils vont voir leur père qui est ministre, où ils vont voir qu'il y a beaucoup d'argent et qui vont finir par adopter une position où ils... Se retirent? Non, où ils vont accepter le jeu.
Ils vont accepter, en dépit de tout, d'être un pion, d'être de ce jeu, même tout en ayant conscience. Mais dans le cas de Laura, elle est... Comment je pourrais expliquer ça? Ce qui joue pour elle, c'est qu'elle était très jeune, elle ne sait pas, elle n'a pas vu ses parents, elle ne sait pas vraiment qui est cette femme. Elle a une idée, parce qu'elle voyait des réunions à la maison, elle a une idée. Mais est-ce que pour elle, c'est plus intéressant de dire « je ne sais pas » ? Est-ce que pour elle, c'est plus intéressant de dire « je ne sais pas » ? Au fait, c'est nous face à notre conscience. Le personnage, pour moi, c'est nous, en tant que peuple qui vivons ce genre de situation, face à notre conscience. Comment on se positionne quand on sait et qu'on ne veut pas savoir? Okay. C'est ce que je voulais décrire dans ce personnage. Est-ce que c'était aussi une façon pour que Laura n'ait pas tout de suite à se positionner, justement? Voilà. Et c'est pour ça que lorsque Antoine arrive, il est celui qui va lui ouvrir les yeux et il le lui dit, tu ne peux pas refuser de savoir. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait. Et j'imagine qu'il y a des gens en Haïti qui font face à ce dilemme. Mon père, il est tortionnaire, mais c'est mon père. Comment je me positionne face à cette histoire? C'est-à-dire, c'est une question qui m'a toujours habité pendant toute mon enfance. Et je dis souvent que écrire, c'est pour moi une manière de poser des questions. Je dis, c'est un grand questionnement pour moi, l'écriture. Et au fond de ce livre-là, plus que le travail sur Rosalie Bosquet, ce qui m'importait, c'était la question du bien et du mal. Comment est-ce que quelqu'un qui est en face du tortionnaire qui a tué toute ta famille, comment tu réagis? Est-ce que toi, tu deviens toi aussi un assassin? Et c'est clairement dit dans le livre. Antoine regarde ses mains et il se dit, est-ce que ces mains sont faites pour tuer? Est-ce que je vais la tuer finalement? Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Oui, mais bon, je veux pas non plus dire la fin si jamais il y a quelques personnes qui veulent lire le livre, mais j'avais trouvé que c'était intéressant parce que c'est vers la toute fin au final qu'il y a cette tension où il y a même un moment où je ne sais pas. Il y a un moment, en quelques secondes, parce que quand même, je continue à lire le livre, mais il y a un moment où je suis complètement perdue, où je ne sais pas. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est finalement de voir une personne tiraillée entre justice et humanité, mais est-ce que justice veut dire de se déshumaniser ou est-ce que justice peut être aussi vue de tellement d'angles, tellement de couches différentes? Donc, c'était de voir tout ça, mais ça m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que, comme je te l'ai dit, tu commençais avec Antoine, mais plus on allait dans l'ouvrage, plus on voyait donc Laura, Marie-Louise, Julienne, et d'avoir toutes ces femmes qui ont contribué d'une certaine façon, mais pas contribué à la dictature, mais contribué à comprendre un peu plus le côté féminin, parce que c'est quelque chose j'avais une lacune par rapport à ça, par rapport à la période de la dictature, j'avais vraiment beaucoup plus d'informations du côté masculin, mais d'avoir toutes ces femmes qui ont agrémenté finalement un petit peu plus ma compréhension de ce qu'étaient les femmes à cette époque, et d'avoir aussi l'histoire de Janice Brisset qui, au final, j'ai pas besoin de savoir si c'était une histoire réelle ou non, mais d'avoir cette histoire, ça m'a vraiment... C'est un moment dans l'ouvrage qui a été difficile à lire, honnêtement. C'est entre réalité et fiction. Au fait, Janice Brisset raconte un autre événement qui s'est passé aussi, des jeunes qui voulaient, enfin... faire la révolution et qui ont été coincés dans un endroit en Haïti et puis on les a tous tués. Beaucoup de jeunes sont morts. Vous voyez, surtout après la révolution à Cuba, des jeunes voulaient réitérer cette geste-là. Ils se sont mis dans la tête qu'ils allaient faire une révolution du même genre en Haïti. Et beaucoup de jeunes, parfois il y en a qui descendaient de l'avion et puis qui étaient arrêtés, qui disparaissaient. Alors, dans ce passage, en fait, pour parler de ce passage, l'important pour moi, ce n'était pas de dire exactement ce qui s'était passé, mais de rappeler, vous voyez, comment on tuait des jeunes à cette époque-là. Mais je dois dire aussi que dans la question toujours dans une des raisons pour lesquelles ce personnage, j'ai travaillé dessus, je trouve que la question de genre est importante parce que il y a, lorsqu'on parle aux gens, et des gens me l'ont fait sentir aussi dans mon dernier roman, il y a une banalisation telle du rôle des femmes, que ce soit dans les bonnes choses ou dans les mauvaises choses. Parce que
cette journaliste dont je parle dans mon dernier roman, il y a quelqu'un qui, j'ai entendu dire, oh, mais elle n'était pas en cause, c'était son mari qui était menacé, alors que c'est elle qui était la journaliste, vous voyez? Alors, il y a toujours cette idée de vouloir diminuer l'impact des femmes, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. Et en ce qui concerne Rosalie Bosquet, c'était la même chose. Elle était là, elle était chef des milices de Duvalier, et pourtant, on a toujours fait croire que, bon, elle n'était pas si mal que ça. À tel point que dans la ville d'où elle vient, ils ont eu le culot de nommer une bibliothèque, la bibliothèque Rosalie Bosquet. Est-ce que cette bibliothèque existe encore? Parce qu'il y avait eu quelques personnes qui avaient protesté, mais il y avait une bibliothèque qui portait ou qui allait porter son nom. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi le dossier. Et je me demande même si ce n'est pas en réaction à cette époque que je me suis mise à écrire le livre. C'est-à-dire la racine, comme je disais, je ne l'ai pas, je l'ai perdue enfin en route, mais ça m'avait vraiment mis dans un état de fureur de savoir qu'on allait nommer une bibliothèque, la bibliothèque Rosalie Bosquet, sous prétexte que dans ce patelin d'où elle venait, elle avait fait beaucoup de bien. Voilà, c'est... Alors, comme tu vois, il y a différentes choses qui m'ont poussé, comme on dit, à écrire cet ouvrage. Et voilà, j'avais une dernière question à te poser. C'est à un moment, vers la fin de l'ouvrage, tu emploies le mot « des mémoires ». Oui. Et tu l'emploies à quelques reprises en parlant d'Haïti et en disant que c'est un pays de démémoire. Comment définirais-tu le mot démémoire? Bon, c'est un mot, à mon avis, qui est quand même nouveau, qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire, mais qui est quand même employé. Les gens, les chercheurs qui travaillent sur la question de mémoire parlent de mémoire, des mémoires, de à mémoire aussi. Et je pense que Régine Robin a utilisé ce texte aussi, qui a quand même travaillé un peu sur la mémoire. Enfin, pour moi, ma définition, j'emploie ce mot parce que pour moi, c'est ce qui représente de manière beaucoup plus claire ce que je veux dire en parlant d'Haïti. C'est une société où il y a la mise en place de mécanismes pour effacer la mémoire. Pour moi, c'est l'effacement de la mémoire par le biais de mécanismes comme, par exemple, comment je pourrais expliquer ça? Ne pas parler de cette période de Duvalier. À une année, je suis allée en Haïti et j'ai rencontré une prof par hasard chez des gens qui me dit qu'elle aurait mis à son programme un de mes romans qui traite aussi de la mémoire, qui traite c'est un recueil de nouvelles, mais elle m'a dit il faudrait que je demande aux parents si ça serait possible de mettre ce livre. Bon, bien entendu, c'était une école privée. Est-ce que dans une école publique, on l'aurait fait? Je ne sais trop. Parce qu'il fallait qu'elle ait l'autorisation des parents pour parler de ce livre. Je suis allée faire une conférence une fois dans une alliance française à Jacmel en Haïti. Il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, dans la vingtaine, et qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette période de Duvalier. C'est un travail qui n'est pas fait. C'est une société où on a énormément de mal à parler de cette période de Duvalier, à un point tel que lorsque Duvalier a quitté la France, il est retourné en Haïti et des gens une foule est allée l'accueillir à l'aéroport. Et je me dis, dans un pays où il y a tant de gens qui sont morts, je trouvais que c'était quelque chose d'insupportable. Et il y a ce mécanisme pour effacer la mémoire totalement, toute cette période. Est-ce que ça se fait ailleurs? Je ne sais trop, j'imagine que oui. Mais je sais que, par exemple, qu'en France, Franco est parti en 70 et quelquefois j'entends dire que c'est récent qu'on commence à parler de cette période, vous voyez, de franquisme. Mais en Haïti, je trouve ça vraiment totalement scandaleux. Mais ce que je trouve, c'est même pas le fait qu'on n'en parle pas, c'est le fait que des gens qui eux-mêmes parfois vont écrire, qui sont des écrivains, vont me demander, mais pourquoi faut-il écrire sur cette période? C'est une question que je me fais poser régulièrement.
Voilà, pour moi, c'est ça la démémoire, l'effacement de cette mémoire, mais par des mécanismes construits, voulus, un effacement voulu. Okay. Au fait, c'est pas qui amène à ce que j'appelle l'excès d'oubli. Ok. Oh, bon, ben, contente de connaître la définition de Marie-Célie Agnan en plus. Mais il y avait aussi quelque chose que je voulais ajouter avant d'ouvrir les questions au public. Oui, on en a parlé hier, en fait. C'est que je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant à être haïtien, haïtienne à l'extérieur et parler d'Haïti. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites directement dans le pays, parce qu'il n'y a pas nécessairement cette possibilité de le faire, tandis que d'être à l'extérieur, il y a la possibilité de critiquer, il y a la possibilité de remettre en question, il y a la possibilité d'avoir plusieurs réflexions sur différentes périodes qui sont encore très difficiles en Haïti et qui continuent justement à impacter le pays. Puis là, c'est sûr que de mon jeune âge quand même et d'être à l'extérieur d'Haïti, d'avoir ces réflexions, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai pas nécessairement, j'ai pas ce pied à terre finalement en Haïti. J'ai quitté très 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 jeune, j'ai quitté vers 7 ans, donc d'avoir quitté aussi jeune me permet quand même d'avoir ces réflexions aujourd'hui. Mais c'est quand même quelque chose qui me travaille beaucoup. Je me dis qu'il faut que je retourne en Haïti, il faut que j'ai ce contact, il faut que je parle avec des gens qui ont encore un lien assez présent, assez fort en Haïti. J'ai de la famille en Haïti, mais ça n'a jamais été facile pour moi d'y retourner. Mais ouais, je trouve que la possibilité que les artistes ont ou les créateurs, créatrices ont d'être à l'extérieur du pays, c'est d'aborder des choses qui sont beaucoup plus difficiles à amener, à réfléchir dans le pays. Ouais. Est-ce que quelqu'un avait des questions ou je ne sais pas trop comment on procède? Oui, OK. Merci énormément, Michael et Marie-Célie, pour cet échange. Pardon. Et donc, on va ouvrir aux questions. Je vais venir vous porter le micro si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier? Ah oui, applaudissons-les. Merci énormément. Il faut le micro pour la document. Et un petit complément. Et il y a aussi la complicité de la communauté internationale dans ce type de mouvement. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est bon de le souligner également. Les Makoutes, ils ont été formés par un ancien nazi. Et le gouvernement américain fournissait les hommes pour les tontons Makoutes. Justement, hier, j'en parlais à Michael. Je lui disais que tous ces militaires, toute cette époque, ces gens-là ont été formés à ce qu'on appelle l'école des Amériques aux États-Unis, et tous ces gens de toute l'Amérique centrale aussi, qu'ils soient du Nicaragua, de Salvador et tout ça, ce sont des gens qui ont été formés à l'école des Amériques, qui ont pour être des tortionnaires. C'est pas une invention, c'est pas de la fiction, c'est réel. Merci. Belle discussion. Je voulais aussi rajouter qu'il y a peut-être un élément psychosocial dans la volonté de ne pas raconter. On l'a vu avec les Juifs qui ont subi la Shoah. Les gens découvrent. Et moi, cette année, tout simplement, j'ai des étudiants d'origine algérienne qui sont, pour certains d'entre eux, partis avec leur famille très jeunes dans les années 90, au moment où il y avait cette guerre civile en Algérie, et dont les parents ont subi les conséquences et dont ils ne parlent pas à leurs jeunes. Et comme je l'évoque dans le cours, à ce moment-là, s'instaure un dialogue avec la famille. Donc, il y a quelque chose, quand on a été victime, peut-être, qui provoque l'attonnement, le silence, la sidération. Ça serait quelque chose à explorer aussi. Oui. Mais je pense que dans le cas d'Haïti, il y a beaucoup de compromissions, beaucoup de compromis, beaucoup d'opportunisme également. Parce que
la première fois que j'ai fait une conférence sur la question de la mémoire, justement, dans une université en Ontario, je me rappelle plus laquelle, et il y avait un professeur de littérature d'origine haïtienne, mais qui avait pour mission de me présenter. Et sa première question, c'était, mais si on continue tout le temps à écrire ces trucs-là, on va jamais s'en sortir. Et c'est constant. On ne veut pas que ce travail se fasse parce qu'il y a trop de liens entre les gens. C'est une petite île, c'est petit. Et il y a un dicton en Haïti qui dit « Nous avons chacun une boucle d'oreille chez l'orfèvre ». C'est comme s'il y a quelqu'un, tous nous avons nos liens dans ce qui s'est passé dans cette période. Vous voyez, soit un cousin, une famille, quelqu'un, vous voyez, et je crois que les gens sont pris dans cette dynamique, et puis oui, alors d'abord bonsoir, et puis c'est un plaisir de vous entendre toutes les deux. Je voudrais apporter peut-être une petite nuance ou un petit, je ne sais pas s'il faut l'appeler un commentaire, mais je crois que je vais rebondir sur ce qui a été dit avant et puis sur la dernière observation de Gilles, c'est que cette idée de regarder toute cette mémoire-là depuis l'extérieur, je crois qu'il faut faire attention quand même, parce que d'une part, c'est quand même une mémoire qui a été explorée par des écrivains haïtiens de l'intérieur. Ça, il ne faut pas... C'est-à-dire qu'il y a les filtres aussi que nous avons en regardant depuis l'extérieur qui peuvent peut-être nous empêcher de constater un certain nombre de choses, peut-être plus discrètes, peut-être on a l'impression moins impactantes, mais qui sont présentes et puis qu'il ne faut pas négliger de regarder, parce que sinon, ce qui se produit, c'est ce regard sur Haïti depuis l'étranger, où on a tendance un peu à pathologiser carrément la culture haïtienne, comme si tout ce qui ressortait de la culture haïtienne était avec quelque chose de fondamentalement fêlé ou défectueux ou pathologisé. Et ça aussi, c'est une perspective très dangereuse qui a ses racines très lointaines aussi dans un certain regard, dans un certain discours colonial. Donc il faut vraiment faire un peu attention, je crois, à cela. Et ne pas négliger donc tous les gens qui ont continué malgré tout à écrire et qui ont écrit sur cette période-là. Mon Dieu, on pourrait ne citer que Marie Vieux-Chauvet, qu'on parlerait quand même de monuments, mais aussi Franck Etienne, aussi Lionel Trouillot. Enfin, il y a des personnes qui ont écrit et puis qui ont créé autour de ces questions-là, et donc il faut prendre le temps de regarder, même si ce regard, depuis finalement un peu de deuxième génération, depuis l'étranger, est très important. Ce n'est pas pour dire... Et que Marie-Célie Agnan fait un travail remarquable sur ces notions de la mémoire depuis très très longtemps aussi, qui est très important de souligner. Et puis, peut-être une remarque aussi au sujet de cette proportion à la démémoire, qui est un mot magnifique, Marie-Célie. Mais on peut pas, c'est-à-dire, je pense que ce que tu dis est important, Stéphane, mais je pense que la réticence, la résistance, elle est là quand même. Oui, bien sûr, mais elle est toujours là. C'est-à-dire, elle est toujours là dès qu'on atteint, et puis ça, c'est par rapport à un travail aussi sur ces domaines-là de violence organisée, de génocide, et puis de fascisme et de dictature. La démémoire, et puis l'exemple de Franco, c'est un bon exemple aussi, mais on pourrait même rester dans des exemples très québécois et canadiens. La manière aussi dont on a vu l'été dernier tous ces charniers d'enfants surgir, et puis que c'est passé quelques fois aux nouvelles, et puis voilà, on est retourné à une normalité, comme si on n'avait pas trouvé les charniers d'enfants, avec des chiffres qui continuent par ailleurs de monter, mais qu'on ne nomme plus. Hein? Il y a un caractère incommensurable de ce type de violence-là, qui met les gens, oui, dans une certaine sidération, mais aussi où, évidemment, on veut masquer toutes les complicités et puis Donc ça aussi, il faut... Je pense que... Enfin, j'invite à une certaine prudence. Et puis ma question, parce que j'en ai une, je sais que j'ai pris la parole longtemps, mais j'ai vraiment une question par rapport à la création de ce costume de Macoute dans la vitrine. Et puis la question, j'aimerais savoir si vous avez trouvé une réponse à votre propre question. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand on montre le vêtement sans la personne? J'aimerais bien avoir une réponse à cette question-là. Peut-être que tu peux mettre l'image aussi.
C'est une bonne question, mais je n'ai pas... Je sais, mais je la dirigeais plus à Marie-Célie, mais j'avoue ne pas avoir de réponse concrète. Je pense qu'honnêtement, je digère encore l'ouvrage de Marie-Célie et en fait, c'est plus, j'ai commencé à réfléchir plutôt à la personne sans son vêtement plutôt que le vêtement sans la personne et à réfléchir au fait que finalement, toutes ces personnes en fait, c'est la notion de vieillesse qui m'est venue en tête directement. Parce qu'au final, avec un certain âge, il n'y a plus cette possibilité non plus de diriger comme on le pouvait, parce que la période des Duvalier a quand même duré un certain temps, il y a quand même des personnes qui ont commencé à un certain âge, donc on se dit, OK, donc quand ces personnes atteignaient un certain âge, que devenaient-elles? Puis c'est une des questions qui est abordée d'une certaine façon aussi vers la fin de l'ouvrage de Marie-Célie, et j'ai trouvé que ça devenait finalement quelque chose d'intéressant à réfléchir parce que cette personne perd son pouvoir, parce que son pouvoir venait de la vivacité, mais son pouvoir venait de ce vêtement aussi. Mais finalement, quand cette personne n'a plus le vêtement, quand la dictature est passée, quand finalement elle est recherchée, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle a encore ce pouvoir? Est-ce que l'argent finalement sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'il faut que cette personne s'exile complètement pour même pouvoir jouir de cet argent? Et est-ce que c'est de réellement jouir de cet argent qu'on est finalement complètement exclu de sa terre natale parce qu'on n'est plus désiré là-bas? Donc, c'est plus ces questions j'ai jamais de réelle réponse finalement à mes questions. J'ai toujours trop de questions et pas de réponses concrètes. J'aimerais ajouter une autre question peut-être. Est-ce qu'une fois qu'on l'a porté, ce vêtement, on peut vraiment l'enlever? Ça aussi. Ouais. Ouais, je me dis que non. Non, mais honnêtement, c'est des bonnes questions. Je ne saurais pas comment répondre. Je trouve qu'honnêtement, ça devient facile pour certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement très connaissables, comme par exemple Rosa Bosquet, de voir juste cette femme, si on la croise, est-ce que vraiment, on va la reconnaître? Est-ce qu'on serait capable de dire que cette femme a été tortionnaire? Est-ce qu'on serait capable de dire toute la violence qu'elle a générée dans un pays? Parce que là, finalement, la notion de vieillesse, entre guillemets, permet aussi d'extraire finalement cette partie de sa vie et de se reconstruire finalement ailleurs. Et il n'y a pas de réelle sentence qui est donnée à ces personnes parce que ces personnes se permettent de pouvoir bouger, se permettent de pouvoir recommencer alors que d'autres, c'est complètement fini. La vieillesse et la perte de pouvoir, comme Michael en parle, c'est quelque chose qui m'a préoccupé beaucoup dans ce travail. Et c'est pas par hasard que je commence par décrire cette maison où elle met plein de trucs inutiles. Et Antoine parcourt la maison et explique toutes les choses qu'il voit, alors que la femme, elle est couchée, elle est grabataire, elle est entourée de trucs, de valeurs qui ne lui servent plus. Tout ce qui lui reste, c'est d'aller dans un home, vous voyez, où elle ne peut même plus bouger de son lit. Je pense que j'ai beaucoup insisté dans le livre sur cette l'inanité de tout ça. Un autre aspect qui était important pour moi aussi, je sais plus, tu as parlé de quelque chose là qui... On ne peut pas vraiment se débarrasser, en fait, c'est un peu l'image, on ne peut pas vraiment se débarrasser de ce passé ni de ce costume. Ah non, c'est impossible. Ça lui colle à la peau. Oui, ça lui colle à la peau. Mais pour répondre à la question tout à l'heure, quand tu parlais de l'uniforme, j'expliquais à Michael que ces symboles, pour certaines personnes, ne sont plus des symboles. Ce sont des choses comme quelqu'un comme moi, je porte ça comme dans mon ADN. C'est-à-dire juste d'aller de l'autre côté et de voir ce costume, juste d'en parler, j'ai des frissons. Et je lui disais que je suis incapable, depuis toujours, de porter un vêtement qui a les mêmes... Je ne pourrais pas m'habiller avec un truc qui est bleu et qui a un foulard rouge. Je suis incapable. Est-ce que les gens de ma génération sont comme ça? Je ne sais pas. Et il y a d'autres choses aussi qui, pour moi,
me ramène à cette période. Par exemple, je lui disais que j'étais une fois en Guadeloupe où tout à coup, j'étais dans un endroit où sont arrivés des types à moto avec des grosses lunettes noires. Et ils avaient des walkie-talkies qui faisaient du bruit. Mais je me suis mise dans un état incroyable, tout comme pendant longtemps les sirènes que ce soit les ambulances ou la police. Si j'étais dans la rue, ici, encore un peu, je me mettrais à courir. Et il a fallu des années pour que je puisse gérer ce problème que causaient chez moi ces bruits qui ont ravagé mon enfance en quelque sorte. Alors c'est peut-être, Michael n'a sans doute pas la réponse, mais j'imagine que d'autres personnes qui ont vécu cette période peuvent ressentir la même chose en voyant ce costume. Pour rebondir sur le costume, moi j'ai passé du temps à réfléchir à vos 2 œuvres et à les mettre en conversation comme vous faites ce soir. Puis une chose qui m'a frappée dans le livre, dans le roman, c'est que vous dites que l'attrait de Rosalie Bosquet pour la carrière de tortionnaire et commence par l'uniforme, oui, qui, vous dites, est le symbole de du pouvoir oui. illimité. Alors ça déjà, c'est quelque chose qui m'a frappée. Puis ensuite, toutes les façons par lesquelles vous décrivez cet uniforme. Vous dites un foulard rouge sang, j'en ai noté les femmes aux pantalons d'acier, l'uniforme sévère, les lunettes noires, le képi. Je sais que Michael avait décidé de ne pas inclure la sacoche, je pense, et ni une baïonnette, évidemment, mais il y a les bottes noires brillantes. Donc, je trouvais ça super intéressant que Michael ait choisi de fixer son projet sur un uniforme et que, bon, je ne sais pas si c'est de la fiction ou la réalité, mais que vous, dans votre roman, vous avez vraiment placé cet uniforme au cœur de la motivation, ou du moins le point de départ, l'attrait principal de Rosalie pour cet uniforme. Puis l'autre chose que je voulais mentionner également, qui était un rapprochement entre vos 2 œuvres, c'est le corps. Donc, le corps que vous décrivez avec tellement de séduction et d'élégance dans le corps de Rosalie Bosquet, à la fleur de l'âge, oui. Qui était une femme extrêmement séduisante, qui portait des talons, qui portait beaucoup de bijoux, qui portait un parfum extrêmement fort. Et tout ça, puis le contraste avec la femme qu'elle devient, qui est obèse, qui est paralysée par son propre corps, qui a toutes sortes de maladies ou d'enjeux de santé. Elle est diabétique, elle est boulimique. Et du côté de Michael, qui choisit de présenter un corps absent, un uniforme sans corps, mais qui tout de même se tient là, dans le cube. Bref, c'était quelques parallèles qui, évidemment, pour moi, sautent aux yeux. Et l'autre chose, c'est que, Michael, on ne voit pas très bien dans l'image, mais c'est des fils, des ficelles qui retiennent ce corps, qui sont accrochés à des poteaux, de drapeaux, des ficelles de couleur bleue et rouge, ce qui, moi, me fait penser énormément à un pantin. Oui. Qui est marionnette, qui est manipulée, qui ne peut pas se déplacer d'elle-même. Et là, encore une fois, ça me faisait penser à ce que vous avez imaginé était le sort de Rosalie Bosquet, qui était une femme coincée dans le lit, incapable de se lever, incapable dont le corps est devenu un obstacle. Et bon, il y a aussi le fait que quel est l'héritage de son histoire, et le fait que Antoine, qui est le personnage principal, choisisse lui de écrire
parce que ça n'a pas été mentionné, mais vous dites que Rosalie Bosquet voulait écrire ses propres mémoires et Antoine vient pour intervenir, pour lui-même écrire l'histoire qu'elle souhaite. Donc, tous ces enjeux de manipulation qui me paraissaient être aussi des parallèles intéressants entre vos deux œuvres. Alors, c'était mon petit commentaire, mais je veux, si vous voulez réagir, vous le pouvez, et peut-être on peut prendre une ou deux dernières questions avant de terminer l'événement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? En fait, c'est plus un commentaire qu'une question. Premièrement, merci Marie-Célie et merci Michael. En tant que, justement, deuxième génération née à l'extérieur d'Haïti, je trouve que c'est tellement, justement, ce sujet-là d'effacement de la mémoire, d'effacement sélectif de la mémoire, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, parce que oui, d'une partie, c'est effacé, mais aussi par la suite, il y a des gens qui travaillent activement à la réécrire, donc à fabuler une histoire, une mémoire qu'on ne connaît pas, et ça donne, après, une génération... je ne vais pas faire de génération, mais une génération de jeunes haïtiens à Montréal qui vont porter des commentaires du type durant la période de Duvalier, les rues étaient propres, il y avait des constructions de rues, donc on devrait peut-être donner une chance à Nicolas Duvalier. Donc là, pour que ça continue. Donc ça, c'est des choses qui sont très dangereuses, évidemment, mais c'est pour ça aussi que je trouve que les événements comme celui-ci est très important. Mais en même temps, je regarde autour de moi et elle est où en fait la deuxième génération, la jeunesse. Voilà. C'est un bon point. Et c'est des commentaires qu'on va entendre souvent. Et je me dis, si le travail mémoriel était fait comme il se doit, on ne serait pas à se demander si la troisième génération de Duvalier peut prendre le pouvoir. Moi, je trouve ça insupportable d'entendre moi qui enfin, passé toute mon enfance sous ce régime, pour moi, c'est inadmissible. Et c'est vrai, comme dit Stéphane, il y a des gens qui font le travail, mais il y en a qui font le travail autre aussi. J'étais à un moment donné quelque part près de Marseille, à un salon du livre, avant la pandémie. Et dans une table ronde, un jeune auteur dit, mais moi je ne vois pas la nécessité qu'on parle tout le temps de cette période. Mais j'ai appris par la suite que son père portait l'uniforme bleu et rouge. C'est comme ça qu'on disait en Haïti, quand les gens portent l'uniforme bleu et rouge, quand c'était des personnes qui se faufilaient pour le pouvoir ou quoi que ce soit, on disait qu'ils portent l'uniforme bleu et rouge. Il y a une dernière question? C'est votre chance. Savoir si en fait il y a de ces tortionnaires, de ces gens qui complices et tout ça, qui eux, avec la vieillesse, finalement sentent qu'ils doivent parler. Est-ce que il y a ce genre de témoignage, de récit ou de... À ma connaissance, non. Non. Donc on vit toujours dans la dissimulation et puis... La dissimulation est une sorte de... Comment je dirais d'irresponsabilité. Une fois, j'étais en Haïti et j'étais avec quelqu'un dans une auto et il me dit, mais dans cette maison, c'est là qu'habite, je sais pas, il m'a dit un nom, mais un des plus grands tortionnaires d'Haïti. Mais avec une placidité. Moi, ce truc m'empêche de dormir depuis peut-être 20 ans qu'il me l'a dit. De savoir que, bon, ce type a tué tous ces gens, et puis il peut être là dans sa maison, et puis ça dérange. Est-ce que c'était une forme de provocation aussi? Parce que je subis beaucoup de provocations à cause de du fait que d'après eux, persiste à écrire, à parler de ces gens. Vous voyez qu'il y en a qui sont encore vivants. Et ça, les gens le prennent mal. Ouais, puis en fait, ça permet une banalisation de tout ça. Une banalisation. Et que cette personne à cette table ronde puisse dire, bon, peut-être... oui, il y a beaucoup de banalisation malgré tout. Oui. Enfin, je ne sais pas si tout le monde peut dire qu'il vit cette banalisation, qu'il est témoin de cette banalisation, mais moi qui suis dans cette écriture-là, je peux dire que je suis témoin de la banalisation et de je dirais pas la rage, mais du
de ce que les gens... C'est un discours qui ne plaît pas, Mais pour vous, est-ce que vous voyez à quelque part où on aurait réussi, où il y a eu des régimes de terreur à évacuer ça, en fait? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, en Afrique du Sud, est-ce qu'avec vérité, réconciliation, est-ce qu'on réussit de cette manière-là, peut-être pas de complètement évacuer, mais d'avancer? J'ai l'impression que, quel que soit l'endroit où on va se situer, s'il n'y a pas un travail mémoriel qui se fait, les gens se retrouvent, après quelque temps, on oublie. J'ai ma fille qui était en Afrique du Sud il y a peut-être 3 ou 4 ans, puis elle me disait qu'il y a de très jeunes qui ne savent pas beaucoup sur l'histoire de Mandela. Est-ce que les sociétés sont occupées à autre chose, à essayer de... Ça dépend peut-être aussi des milieux, vous voyez. Elle trouvait que c'était pas assez vivant. Et j'imagine qu'aujourd'hui, si vous allez dans un pays comme le Salvador, comme le Nicaragua, Somoza, la quantité de personnes qu'il a tuées, mais ce travail, comment est-il fait là-bas? Je ne crois pas que la période où on ramassait les gens dans les villages et où on faisait ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, on tuait tous les gens dans un village, que ça soit consigné dans des livres. Hier, justement, je parlais de Monseigneur Romero, qu'on a assassiné sur un autel. Quand est-ce qu'on entend parler de Monseigneur Romero? À un moment donné, on fêtera peut-être les 100 ans de Monseigneur Romero, mais pour le moment, bon, c'est des gens qui sont absents qui ne devraient pas être absents du quotidien et des luttes qu'il faut continuer à mener, mais qui le sont. Vous voyez, c'est... c'est des sociétés qui privilégient l'économie surtout, alors. Mais voilà. C'est ça, c'est pour voilà. ça. Merci. Alors, je vais terminer en disant un chaleureux merci à Michaël Sergil et Marie-Célie Agnan et à vous pour vos questions et votre présence. Merci beaucoup. Marie-Célie a certains numéros, elle a certains de ses romans, numéros de ses romans avec elle au prix de 22 $. Et vous pouvez les acheter avec argent comptant ou par virement Interac. Je vous invite évidemment à passer de l'autre côté pour aller voir le projet en personne. Et c'est jusqu'au 15 mai. Donc, il reste seulement une semaine, un peu plus d'une semaine avant la fin du projet. Est-ce que vous vouliez dire un dernier mot? Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tous.